Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai un invité, Marie-Ève Pichette de Sablon, quelqu'un que j'ai connu, entre autres, sur le conseil d'administration, mais au fil du temps, là, dans les différents événements, congrès. Comment ça va, Marie-Ève? Hey, ça va bien, toi? Très bien, très content de te parler parce qu'on n'a jamais eu la chance de s'entretenir aussi longtemps que ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Surtout Donc, pas de verre de vin ou quelque chose dans les mains, hein? ouais, ça va être plus difficile, effectivement, mais on devrait réussir, on devrait réussir. Et je ne sais pas si tu connais le podcast, mais ça commence toujours avec un poème. Ben, c'est la seule raison pourquoi je suis là. Moi, c'est comme ça, Voilà. j'ai trouvé un poème. Fait que, écoute, ça va comme suit, Marie-Ève. Ma chère Marie-Ève Pichette, aujourd'hui, c'est toi la vedette. Mais tu n'as pas de raison de stresser. Tu vas encore performer. J'ai appris à te connaître comme membre du CA pendant que tu brassais aussi la soupe à la cafétéria. Je ne sais pas comment tu faisais pour cumuler plusieurs fonctions. Tu devais avoir un clone dans ta possession. Alors, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu doutes des fois? Tu as le syndrome de l'imposteur et pourtant les autres te voient comme une grande leader. Durant la pandémie, tu as travaillé en catimini. Tes talents en communication et en gestion de crise ont sauvé la mise. Merci d'avoir choisi les camps comme défi. Tu fais grandir toute l'industrie. Ah, Yannick, t'es bien bon! Merci! Mais Écoute, je vois vraiment sur le bobo, comme on dit, le syndrome d'imposteur, là. Ça, c'est... Hello! et pourtant bon, tu sais, je fais quelques recherches avant, bien sûr, de m'entretenir avec mes invités. Et pourtant, tu as fait tellement de choses dans ta vie. Je vais te dire, là, écoute, on essaie de lire le fil conducteur. On dirait que tu es passé par bien des places. Est-ce que c'est important pour toi de toujours te redéfinir comme ça? Honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est tant stratégique et planifié que ça. Là. J'ai un parcours effectivement vraiment atypique. Moi, je me destinais à la médecine, là, au domaine de la santé. Comme tu peux voir, j'ai toujours su que j'allais l'aider quelque chose parce que d'aussi loin que je me souvienne, et vous pourrez demander à ma mère ou mes frères et sœurs et mes amis d'enfance. C'est un peu comme tout le monde dans les camps, je pense, là, dans les conseils d'étudiants, la présidence d'école, organise tout, le bal des finissants, etc. Là, j'ai toujours été impliquée comme ça. Mais c'était pas planifié comme parcours. Je ressens pas le besoin de dire, OK, là, ça fait 2 ans, il faut que je change de domaine. Là, c'est pas ça. C'est des circonstances, c'est des intérêts, c'est des opportunités beaucoup. Mm-hmm. Fait que moi, mon parcours est vraiment tracé comme ça. Ben, c'est correct, ça permet d'être la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Mon bagage me définit aujourd'hui, effectivement. Et comme d'habitude, on va revenir encore plus loin, on va revenir à ton enfance parce que j'aime ça commencer là. Des fois, ça explique des choses. Toi, tu étais comment comme petite fille à l'école primaire? J'étais une première de classe. Là, en fait, j'étais une première de classe, mais sans effort. C'est ça qui est un peu. Puis là, je capote parce que mon fils est comme ça. Puis j'arrête pas de dire, tu me fais chier, tu m'énerves, tu dis pas, t'as 100%. Tu sais. Mais bon, je me revois un petit peu. Mais là, il est rendu au secondaire 4, là, il est pas au primaire, mais ça a toujours été comme ça. J'avais une facilité à l'école. J'étais très intense, par contre. Là, je pense que c'est un mot qui me définit. Là. Je prenais de la place. J'avais un peu encore comme aujourd'hui, là, 1 million d'idées, 1 million de projets. J'ai toujours dansé aussi. Moi, la danse a fait partie de ma vie depuis que j'ai 3 ans. Fait que, OK, on fait un spectacle, on fait ci, on fait ça. Je pense que l'intensité me définissait bien, même au primaire. Fait que dans une classe, tout le monde savait c'était qui Marie-Ève, là. Oui, parce que genre, en 4e année, je gagnais le concours oratoire de l'école, j'étais la présidente de ma classe, tu sais. Mais oui. Et dans ta famille, est-ce que c'est quoi qui est dans ta famille? As-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai une vraie sœur de sang qui a 2 ans et demi plus jeune que moi, mais j'ai une famille reconstituée depuis 35 ans, fait que c'est comme ma famille. On est 5 enfants, fait que j'ai 2 autres demi-sœurs et un autre demi-frère de ce côté-là.
Fait qu'on était 5 enfants, là, on était 7 dans la maison, ça bougeait beaucoup et oui, j'étais l'intense de la famille. Et t'étais-tu du genre à dire, bon, ben, suivez-moi, là, on s'en va faire telle affaire, je vais tout vous trouver un rôle, puis let's go. Oui, parce qu'en plus, je suis l'aînée. Fait que j'avais ce rôle-là en tant qu'aînée déjà. Mais je n'étais pas du genre à prendre la place de quelqu'un d'autre. Je prenais ma place parce que, tu sais, je prenais cette place-là parce qu'elle était disponible. Je n'ai jamais tassé qui que ce soit ou enlevé quelque chose à quelqu'un. Puis ça, je me projette parce que c'est drôle que tu dises ça parce que justement, on faisait beaucoup de pièces de théâtre, les 5 frères et sœurs ensemble. Ma mère est chef de chœur d'une chorale, fait qu'on faisait des chansons à 5 voix. Fait que, c'était souvent, je pense que je prenais souvent l'initiative de ces affaires-là, mais chacun avait son rôle égal là-dedans. Là. C'est pas nécessairement moi qui étais la vedette de la pièce de théâtre, loin de là. Au contraire, là, je suis pas du tout une grande comédienne. Mais moi, c'est l'organisation de tout ça que j'aimais. C'est pas nécessairement la performance. Ouais. Est-ce que, bon, tu me semblais toujours, donc, à ton affaire, ça allait bien à l'école. Est-ce que tu as eu une adolescence un petit peu plus tumultueuse ou ça a toujours été constant dans l'effort? Non, dans l'effort, ça, j'ai toujours été, jusqu'à l'université, là, ça a toujours bien été. J'ai pas eu une adolescence très rock, là. J'ai pas été, tu sais, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai jamais même essayé quoi que ce soit. Bon, je sortais dans les bars un peu plus jeune qu'il fallait, là, mais c'était pas, puis tu sais, j'ai pas eu de rébellion, que là, que mes parents, ça allait plus pantoute, puis honnêtement, je pense aujourd'hui avec du recul que c'est entre autres à cause de la danse. Vu que je dansais beaucoup, j'avais une certaine discipline, il fallait que je me lève le matin, puis j'avais ces amis-là aussi, que c'était un environnement sain, fait que je suis jamais partie sur une chire épouvantable. Mais, tu sais, j'ai mon caractère, là, les hormones d'adolescente là-dedans, tout ça, ça n'a pas toujours été facile. Un petit peu de conflit avec ma mère, mais passager, là, comme à peu près tout le monde. Mais j'ai pas été... Puis je suis contente parce que là, j'ai 2 ados à la maison, puis oui. C'est vraiment la même chose. Fait que je vais toucher du bois. On va te souhaiter que ça continue. Tu parles de la danse qui a été quand même un moteur pour toi. Est-ce que un jour, tu t'es dit, j'aurais aimé ça faire carrière en danse? Est-ce que ça a été un rêve, non? Non, jamais. Pour moi, la danse, c'était ma famille, c'était un mode d'expression, c'était le fun, les spectacles performés, tout ça. Je participais beaucoup à la mise en scène, etc. Mais non, j'ai pas le physique de l'emploi, puis j'ai pas... aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, ceci dit, là, au niveau de la danse, là, mais on s'entend, je suis plutôt athlétique que svelte et lancée comme des danseuses. Puis c'était pas du classique non plus, là, c'était plus dans le moderne contemporain. Là. Mais non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je voulais quand même m'en aller en médecine et tout ça. Là, fait que, c'était pas dans mes plans de faire la danse. Puis j'avais énormément de blessures physiques aussi, donc ça me limitait dans ma carrière. Donc, la médecine, ça datait de loin là, quand tu étais jeune. Est-ce que dans la famille, il y a des médecins? Il y a des... Pas non, du tout. En fait, mon père a toujours travaillé à l'hôpital, mais pas comme médecin, là, comme cadre. Donc, aucun rapport avec la santé. Non, honnêtement, moi, j'ai des familles de comptables puis d'artistes, beaucoup d'artistes. Fait que non, c'est vraiment moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu un intérêt. J'ai étudié en ergothérapie, j'ai pas étudié en médecine, j'ai étudié en ergo, puis toutes ces notions-là, ça fait longtemps, je suis vieille, là, puis je sais encore tout par cœur, mon anatomie, les nerfs, les systèmes, parce que j'aimais ça, là, puis je m'en rappelle encore. Là, quelqu'un se blesse ou intuitivement, les gens viennent me voir, me poser des questions sur leur santé, puis je suis comme, moi, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas médecin, là, je peux pas t'aider. J'ai toujours eu une facilité et un intérêt pour ça, ouais. Est-ce que les camps ont fait partie de ta jeunesse? Est-ce que tu as fréquenté des camps de jour, des camps de vacances? Jamais de camp de jour. Moi, c'est ça. Ma mère étant artiste, musicienne, mais elle travaillait de la maison beaucoup. Puis j'habitais directement en face de l'école primaire. Fait que je venais dîner à la maison, je revenais après l'école. Fait que même le service de garde, j'ai jamais connu ça. Camp de jour non plus. Et j'avais gagné une bourse des jeunesses musicales pour aller en camp de vacances un été. J'avais, je pense, 9 ans et j'ai détesté J'avais gagné une bourse pour 2 semaines, puis après la première semaine, j'ai dit à mes parents, vous venez me chercher, je sors. Oh oui! Ouais. Et te souviens-tu, c'était pourquoi que tu as détesté autant ça? Oui, je pense que, puis là, je pense à Marie-Christine qui était, parce que c'était au Père Lindsay, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle aujourd'hui, là, mais Marie-Christine Coulombe qui est maintenant directrice. Ça n'a rien à voir avec le cas, ceci dit. Eh bien non.
c'était vraiment moi par rapport aux autres que je me sentais pas, encore peut-être imposteur, là, ça revient. C'était beaucoup dans la performance, là, les jeunes qui étaient là. Puis j'avais gagné cette bourse-là au violon, alors que ça faisait juste 2 ans que je jouais du violon. J'ai joué du piano super longtemps dans ma vie. Puis là, je venais de commencer le violon, puis c'est un peu, j'avais un talent naturel selon le père Roland Brunel qui m'avait enseigné, puis j'avais gagné, mais j'étais pas bonne. Je venais de commencer, puis il y avait plein de jeunes qui étaient rendus bien plus loin que moi de mon âge. Fait que je me sentais pas bonne, puis là, c'était beaucoup de comparaison, de compétition, tout ça. Fait que c'était ce côté-là que j'avais pas aimé. Là, je me sentais pas bien là-dedans. Est-ce que cette mauvaise expérience-là, à quelque part, t'a fait réfléchir par rapport au poste que tu as maintenant? Tu dis, j'ai pas vraiment aimé ça quand j'étais jeune. Pourquoi je m'embarquerais dans ce domaine-là? Ben, tu sais, les camps sont arrivés, quand je suis arrivée chez Sablon, c'était pas pour ou par les camps, c'était vraiment pour la direction des opérations du centre ici sportif, ce qui était plus mon background parce que j'ai eu des entreprises en activité physique, j'ai eu des cliniques médicales aussi en prévention de la santé. Fait quand l'ancienne DG est venue me chercher, c'était pour diriger le centre ici. Fait que ça, c'était mon dada, c'était mon domaine. Ça, je me sentais, entre guillemets, experte là-dedans, ça allait. Et quand elle m'a dit, ben, je vais prendre ma retraite éventuellement et j'aimerais ça que tu prennes ma place, ben là, ça venait avec le petit bonheur. Ça venait avec le camp de vacances. Là, je vais être, oh, mais je connais rien là-dedans. Mais ça n'a pas remis en question. Au contraire, c'est comme, ben, je vais découvrir un nouveau monde et je vais apprendre et c'est tout. Mais j'avais pas de ressentiment envers les camps. Parce que toi, tu n'as jamais travaillé comme animatrice, par exemple. Et non, et je serais tellement pas bonne. Là. Je vous admire tellement. C'est ceux qui ont tous fait ça. En fait, la majorité de mon réseau d'aujourd'hui, vous avez tous été, tous et toutes été dans ce bain-là. Mais non, vraiment, j'ai aucune patience. Je serais tellement pas bonne. Et pourtant, tu es une excellente mère, j'en suis sûre. Oui, mais pas patiente. OK, donc les camps n'ont pas fait partie de ça. Est-ce que tu avais des amis qui allaient dans les camps? Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça ou vraiment tu as été à côté des camps sans jamais? Non, pour vrai, j'ai pas tant de. J'ai des amis qui y allaient parce que je me souviens, mon premier French, c'était dans un camp. C'était la nuit, c'était le camp de jour, mais il y avait comme une nuit spéciale que tu pouvais dormir là. Puis là, ils pouvaient inviter des amis. Fait que je me sais même pas c'est quel ami qui m'avait invité. Fait qu'on dormait dans des tentes. Là, il y avait la nuit d'horreur. Là, il se faisait peur. Puis moi, comme j'étais très peureuse, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi que je ne pas tant. Je suis pas très aventureuse. Là, je suis très peureuse de tout. Fait que j'étais restée dans la tente avec un autre gars pendant que les autres me laissent faire peur par les animateurs. Puis c'est là que j'ai eu mon premier French. C'est intéressant. Ben, c'est bien, ça c'est sûr que ça va être dans la bande-annonce. Ça, c'est sûr. J'étais en 5e année, l'été entre la 5e et la 6e, si tu veux plus de détails. Ouais. Pourtant, tu avais toutes les qualités pour être une bonne animatrice. Tu sais, une leader, quelqu'un qui aimait rassembler les gens, qui prenait une certaine place, mais tu n'avais pas connu ça, fait que c'était pas... Tu vois, j'ai donné des cours de danse à des plus petites pendant une session, puis j'ai pas aimé ça non plus. Tu sais, on dirait que tu le sais, là, tu l'as ou tu l'as pas. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, puis c'est au-delà de la patience. Là, je fais des blagues avec ça, c'est plus que ça, mais je pense que je ne l'ai pas, ce côté-là, d'être tout le temps en mode plus enfant, je vais dire, là, tu sais, performance. Je pense que c'est plus ça, tu sais, je pense que j'ai besoin de... Je suis peut-être plus dans la stratégie, dans l'analyse, dans oui, je veux livrer quelque chose, mais il faut que ça soit fait à ma façon, entre guillemets, puis avec des enfants, on s'entend que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Fait, c'est peut-être tout ça, puis là, je dis ça, puis je n'ai pas réfléchi à ce que je dis là, mais même mon expérience en tant qu'enseignante de danse, puis j'étais jeune, là, j'avais 16-17 ans, j'ai pas aimé ça non plus. Là. Fait que je pense pas que j'aurais pu être prof à l'école. Non. Et quand tu as débarqué pour la première fois au Petit Bonheur, ça a été quoi ton feeling? Je tombe en amour, coup de foudre. C'est magique, c'est incroyable. Les gens, en fait, c'est les gens. Moi, toute ma vie, c'est les gens. La job en tant que telle, je m'en fous un peu. Ben, pas je m'en fous, mais dans le sens que je pourrais être heureuse d'être caissière dans une épicerie si j'ai des collègues le fun, puis si les clients sont agréables, tout ça. Tu sais, c'est pas la nature du travail. La passion des gens, les étoiles dans les yeux des enfants. C'est sûr que le site, on s'entend que ça aide aussi. Là. C'est un peu magnifique quand tu arrives puis que là, ma vue de mon bureau, c'est le lac avec les sapins. Puis ça aide aussi. Mais non, mais gros coup de cœur. Puis, en fait, le coup de cœur pour l'impact
aussi sur les jeunes. C'est ça qui nous saute aux yeux quand on arrive dans un camp. Mais quand on est imprégné, là, pas quand on fait juste mettre le pied une minute, là, mais ouais. Est-ce que tu y vois un avantage, justement, à ne pas avoir été imprégné du camp quand tu étais plus jeune en tant que directrice? Tu as peut-être un regard qui est justement un petit peu plus de recul que moi qui a passé sa vie dans les camps. Ce serait quoi, selon toi, les avantages? Ben, comme tu dis, je pense que c'est mon œil externe puis mes idées moi, je pense que ça se peut dans ma tête, mais quelqu'un qui est là, il n'aurait pas nécessairement eu parce que ça a toujours été fait comme ça dans les camps. Moi, j'arrive, je dis, hey, on pourrait essayer ça, il me semble que ça marcherait. On n'a jamais pensé à ça, mais on va l'essayer. Je pense que cet œil externe-là, puis le fait que j'ai été entrepreneur aussi avec puis toutes sortes d'entreprises différentes, mon système D, ma créativité est toujours en mode très allumé. Fait que ça, je pense que oui, mais définitivement, l'œil externe. Au début, je le voyais comme une barrière, puis tes témoins, là, je le disais, c'est comme, moi, je viens pas de ce milieu-là, je connais rien, puis à force de me le faire dire par toutes vous autres, que c'est un plus en quelque part aussi cet œil externe-là, parce que ça peut amener plus loin, soit amener plus loin une idée déjà existante ou un service ou peu importe existant, ou carrément amener quelque chose que jamais les gens de l'interne auraient pu penser faire. Est-ce qu'il y a des gens de l'interne qui t'ont déjà dit, ben, toi, Marie-Ève, tu n'as pas connu ça, là. Est-ce qu'ils jouent là-dessus? Non, il n'y a pas de. Non, bon, tant mieux pour ça. Une chance. Ben oui. Tu reviens de voyage, il n'y a pas longtemps, tu as été à Hawaï. Oui. Conte-moi dans ça, là. Moi, je n'ai jamais été là. C'est une place à aller? C'est une place à aller si on aime le plein air, parce que c'est pas l'Europe, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de gastronomie, il n'y a pas, il y a la gastronomie locale, mais c'est rien de, c'est correct, c'est du bon poisson frais, mais, si tu veux découvrir, il faut que tu ailles physiquement dans le milieu du volcan, dans le cratère, dans la forêt tropicale, sur la rivière, peu importe, sur les falaises. Mais écoute, c'est les plus beaux paysages de la terre. Là, ça n'a aucun sens comment c'est beau. Les couleurs, c'est comme un blast de couleurs, le vert de la forêt tropicale, le bleu de l'eau, le ciel, le rouge de la terre du canyon. C'est incroyable, vraiment. C'est très dispendieux, par exemple. Oui, effectivement. Est-ce que tu as visité plusieurs îles ou tu es resté à la même île? J'en ai fait deux. J'ai fait Kauai puis Maui. Oui, on a fait 2 îles. Fait que c'est bien. Puis on était, c'est 10 jours. Fait que moitié-moitié à chaque île. Puis on avait pas mal fait le tour de ce qu'on voulait. Ouais. T'es quel genre de voyageuse? Toi? Serais-tu game de partir juste avec un pack-sac puis débarquer à une place que tu n'as rien réservé ou t'es plutôt, moi, je prépare mon voyage, tout l'itinéraire est fait? En fait, je déteste préparer des voyages. Il y a beaucoup de fois que j'aurais pu partir, mais que j'avais juste pas le temps de préparer quoi que ce soit, fait que je suis juste pas partie. Je suis un peu chicken, je l'ai dit. Fait que de débarquer sans réservation, je sais pas. Pack-sac, oui, ça, j'ai pas de stress, mais je suis pas du genre à préparer d'avance. Tu sais, mettons, je vais, comme là, à Hawaï, j'avais l'hôtel Loto, c'est tout. Le reste, c'est genre la veille, OK, là, je fais des recherches, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis là, je le prépare à la dernière minute, genre la veille. Fait que, il y a des affaires que je voulais aller visiter un jardin botanique, c'était plein, j'ai pas pu y aller. Fait que des fois, ça me joue des tours. Mais, puis, une autre fois, une de mes amies, on est parti en Espagne juste avant la pandémie. Je suis comme, j'y vais avec toi, mais je m'occupe de rien. Fait que c'est tout elle qui avait organisé, moi, je la suivais. Tu sais, je gère tellement tout dans la vie quotidienne, dans ma famille. Puis je sais que ça sera un autre sujet, l'espèce d'organisation familiale. Je gère tout. J'ai 3 business, 300 employés, que quand moi, je pars en voyage, c'est genre, organisez-moi, puis occupez-vous de moi, je prends aucune décision. Fait que je suis assez relax en voyage. Moi, je suis un mouton, je suis pas leader pantoute. Est-ce que tu dirais que c'est ça que tu apprécies le plus des voyages, c'est justement cette liberté de dire, regarde, j'arrête de penser puis je me laisse aller? Oui, vraiment. OK. Un pays que tu aimerais visiter, là, ce serait lequel? L'Italie. Tu n'es jamais été en Italie? Non, Italie, Portugal, là, c'est mes 2 prochains. Écoute, moi, je n'ai jamais été en Italie.
Mais ma blonde me parle de l'Italie parce qu'elle était 3 fois, puis elle dit il faut aller en Italie ensemble parce que c'est Ouais. vraiment un beau pays, Et effectivement. moi, je suis intolérante au gluten, par contre. Fait que c'est sûr que. Oui. Mais il paraît qu'il n'y a presque pas de gluten dans leur farine. Fait que les pâtes et les pizzas, je pourrais peut-être quand même en manger. Est-ce que tu as visité ton Québec? Tu connais-tu ton Québec, là, les régions, tout ça? Là? La seule région que j'ai. Parce que moi, dans mon ancienne vie, que tu sais peut-être pas, c'est que j'étais une attachée de presse. Donc, j'accompagnais les artistes en tournée médiatique. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes du Québec. Fait que j'ai fait souvent le tour du Québec. Et la seule région où est-ce que je suis jamais allée, parce que c'était loin, parce que j'avais pas le temps, puis parce que je me disais, il y a bien trop de bébites là-bas, je vais pas, c'est l'Abitibi. Mais juste, c'est la seule région que j'ai pas faite. Sinon, honnêtement, je l'ai faite de long en large, de haut en bas, de tout ce que tu veux. Ouais. Ben, je te le souhaite parce que j'ai été avec toute ma famille en Abitibi, mais ma blonde vient justement de ce coin-là, puis c'est une super belle région. C'est ça qu'on me dit, il faudrait que je garde là, pour me racheter de cette époque. Qu'est-ce que tu importerais des pays que tu as visités au Québec? Parce qu'on ne l'a pas, ça, au Québec. Ah ouais. C'est une bonne question. Mais tu sais, comme je suis allée en Grèce et en Espagne, là, juste avant la pandémie, le rythme, je trouve, c'est plus relax. Ah oui, effectivement. Là, j'aimerais bien ça, que ça soit ce beat-là. Tu sais, autant quand je vais à New York, là, je suis allée plus souvent en avion qu'en autobus ou en auto, mais les fois que je suis allée par voie terrestre, plus tu t'approches de Manhattan, mon rythme cardiaque s'accélère, genre, à New York, tu sais. Là, puis c'est vrai, là, t'es là-bas, puis tout le monde est plus de même. Puis moi, je le vivais comme en amont pour être comme dedans quand j'arrivais. Mais là, c'est comme l'inverse. Il me semble que j'amènerais ça de ces pays-là, ouais. C'est tellement vrai. En Grèce, moi aussi, j'y étais. Puis là, tu disais, bon, le magasin, il rouvre à quelle heure le matin? La réponse, c'est le magasin, il rouvre quand moi, je décide de l'ouvrir. Là. Je ne te marquerai pas 10h, 9h, 11h. Il va ouvrir. Puis la pause de 3 heures en plein milieu de l'après-midi, on prend notre café, nous autres, on râle. Oui, effectivement. C'est vrai, ça, c'est spécial, effectivement. Mais, tu sais, c'est eux qui ont raison, on s'entend. Ben, écoute, tu es maître chez vous. Si tu veux pas ouvrir ton magasin, là, voilà. Dernière question, voyage. Avec tout ce qu'on entend présentement avec bon, l'environnement, dire prendre l'avion, c'est peut-être la pire chose qu'on devrait faire parce que est-ce que ça t'a fait réfléchir de dire ben, je vais essayer de moins voyager? Oui, mais tu sais, là, on parle de ça, puis j'ai l'air d'avoir super gros voyagé. J'ai pas de temps voyagé. J'ai quand même 3 enfants, fait qu'il y a comme 10-12 ans là, que je suis restée à la maison avec mes enfants. Là, je viens de recommencer un peu, mais oui. Moi, c'est dans ma conscience. Là, je paye mes affaires carbone quand je prends l'avion aussi, mais oui, je pense qu'il faut se questionner. Il faut trouver d'autres façons de le faire, probablement. Tu sais, puis tu sais, Hawaï, vu que c'était très plein air, écoute, je marchais là, des 20, 25, 30 km par jour. Tu sais, il y a cet aspect-là que là, tu te rends compte à quel point c'est de la belle nature que tu veux préserver. Fait que l'impact est encore plus comme, ouais, il faut faire attention. Mais oui, c'est sûr que même avec être multimillionnaire, je voyagerais probablement moins par conscience que ce que j'aimerais égoïstement. Là. Ouais. Maria, j'ai une question difficile. Est-ce que tu peux me dire ton âge? C'est facile. J'ai pas de problème avec mon âge. Écoute, je vais avoir 45 ans le 18 mars. Bon, on a la même âge. Oui. C'est ça que je savais, mais je me suis dit, bon, on va jouer un jeu ensemble. On va jouer au passé puis au maintenant. Okay. Je te donne une catégorie. Tu me dis si tu aimerais mieux la vivre dans le passé. Puis imaginons que le passé, c'est quand tu es adolescente, donc quelque part des années entre 90 environ. Dans mon secondaire, là? C'est ça, secondaire, ou tu aimerais mieux le vivre maintenant. Si je parle de ton enfance, si tu aurais à revivre ton adolescence, est-ce que tu aimerais mieux le vivre comme tu l'as vécu ou le vivre dans notre époque d'aujourd'hui? Comme je l'ai vécu. Hey, moi, les réseaux sociaux, je ne voudrais rien savoir de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu essaies d'éviter le plus possible? Tu le fais par obligation? Je ne suis pas hyper active sur le nom. Effectivement, je le fais, j'utilise ça, c'est plus du voyeurisme que d'autres choses, on va se le dire, ou plateforme de travail là, que je partage mes trucs. Tu sais, j'ai une adolescente de 17 ans, là, puis je vois, ça a vraiment un impact. Là. Fait que j'essaie d'être
j'utilise à titre d'exemple là, à ne pas faire ou à faire là, avec les enfants aussi, mais je ne suis pas une grande consommatrice, non, en effet. Comment que les jeunes vont s'en sortir on parle des réseaux sociaux, des appareils qui sont toujours connectés à la seconde près. Ouais. Comment qu'on va s'en sortir de ça, tu penses? Pour vrai. Tu sais, c'est soit que, parce que là, je prends mes enfants en référence, là, j'ai une fille de 17 ans et un gars qui va avoir 16 bientôt. Ma fille, c'est beaucoup dans l'émotif, puis elle a une conscience de tout ça. Tu sais, c'est plus une plateforme de communication avec ses amis, de partage de ses émotions, puis tu sais, ils sont beaucoup là-dedans, cette génération-là. Puis mon gars, lui, c'est le prolongement de son bras, littéralement. Il monte les escaliers le matin sans faire parce qu'il ne regarde pas où est-ce qu'il marche. C'est du gaming, c'est toutes sortes d'affaires, mais écoute, c'est un génie de l'informatique. Fait que, tu sais, je me dis, soit que ça va justement servir à cette génération-là pour amener la société ailleurs au niveau technologique, parce que ça en prend, ça va qu'on est là, ou à un moment donné, il va y avoir un éveil social de tout le monde, va faire comme ça suffit, on shut down tout, là. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose, là, parce que puis dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais moi, j'ai l'impression. Puis, tu sais, je sais pas, c'est sûr que moi, ma référence, c'est les enfants qui entourent les miens, là, fait que ça ne représente pas toute la société non plus. C'est quand même des jeunes, ben on le voit dans nos camps aussi, là, les jeunes sont allumés, sont intelligents, sont connectés sur leurs émotions aussi. Fait que cette maturité-là qui va se développer, je pense, au fil des années, à un moment donné, ils vont faire comme ah, OK, ouais, ça n'a pas de bon sens ce qu'on faisait avant. Fait que peut-être que ça va diminuer tranquillement. Puis nous, on ne l'a pas connu, hein? Fait que c'est difficile de le baliser puis de dire ah oui, mais moi, dans mon temps, on faisait ça de même. On ne peut pas dire ça, on ne l'a jamais vécu. Fait que probablement que là, eux autres, quand eux vont avoir des enfants, ils vont l'avoir vécu. Marc, tu vas me dire ça va être différent, puis il va y avoir d'autres choses, sûrement. Probablement. Mais tu sais, côté technologie, je veux dire, on était loin de ce qu'on est aujourd'hui. On est effectivement. Deuxième catégorie, la musique. La musique des années 80-90 ou la musique d'aujourd'hui? Des années 80-90. Qu'est-ce qu'elle avait, cette musique-là? C'est ça que j'écoute, fait que je sais même pas c'est quoi la musique d'aujourd'hui. Non. J'exagère. Ben écoute, encore, ça revient à l'émotif. Hein, probablement que ça rappelle, c'est ce qu'on vivait à cette époque-là. C'est dans l'état d'esprit dans lequel on était. Là, je pense que c'est beaucoup ça. La musique d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de belles affaires qui se font, surtout au Québec. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que la nouvelle musique qui se crée, ça touche les plus jeunes aussi. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui sort, qui vient de me toucher, à part des trucs plus de notre génération, là, du Vincent Vallière, du Richard Seguin. Là, je parle québécois, là, évidemment, il y a tout le reste, mais ça vient moins me chercher la musique d'aujourd'hui, je pense. Je fais un lien avec tes ados. Est-ce qu'eux écoutent de la musique, par exemple, québécoise? Pas beaucoup. Écoute, ma fille n'avait jamais écouté vraiment de musique. C'est parce que leur papa est musicien, mais il écoute que des trucs américains, même si c'est juste des artistes québécois qui accompagnent. Fait qu'il n'y a pas de musique québécoise vraiment que je vois chez nous, sauf quand moi je suis toute seule et que c'est moi qui prends le contrôle de la musique. L'été passé, ma fille, elle a fait son aspi au camp. Et là-bas, les autres amis écoutaient beaucoup de musique québécoise. Oh. Elle a découvert plein d'affaires. Fait que là, ça joue de la musique québécoise parce qu'elle a découvert par ses amis du camp. Fait que merci les camps de faire découvrir la musique québécoise aux enfants. Mon gars, il écoute toutes sortes d'affaires. Il écoute un peu de québécois, mais tu sais, ben du rap français, des enfants de même. Là, que... S'il aime ça. Il écoute de la vieille musique de notre temps aussi. Oh. Puis ça, il aime bien ça. Ça, c'est bien. Moi, ça me fait rire parce que des fois, tu sais, je mets la radio, puis bon, j'aime bien moi aussi 80-90, mais les enfants disent « Hey, c'est bien bon, cette nouvelle tune-là. » Tu sais, c'est du New Kids on the Block. Ils pensent que c'est nouveau, mais non, c'est vieux un peu. Ouais. Le féministe des années 80-90 ou le féministe d'aujourd'hui? Je pense d'aujourd'hui, plus. Je le trouve plus intelligent, plus nuancé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, le féminisme? Est-ce qu'on est encore... Est-ce qu'on doit continuer à se battre ou on semble arriver à quelque chose qui commence à être à bonne place? Je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités par rapport à ça, dépendamment d'où on se situe dans le monde, évidemment. Là. Je pense qu'on est en avance sur pas mal de pays là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va toujours falloir garder
en état d'alerte, entre guillemets, là, dans le sens qu'il va falloir faire une veille continue par rapport à ça. Puis comme plein d'autres enjeux, là, je veux dire, même l'environnement, on dit, OK, on est super environnement, mais à la minute qu'on laisse aller un peu, ça va arriver. Fait que c'est un peu la même chose. Ça nous prend comme un peu toi, notre chien de garde, ça nous prend des chiens de garde aussi à ce niveau-là. C'est pas, tu sais, je suis pas activiste, je suis pas super là-dedans. Il y a plein d'enjeux qui me touchent. Le fait d'avoir 2 filles, c'est sûr que ça aussi, ça amène des aspects auxquels avant, je n'avais pas pensé nécessairement. Puis, il y a tout le changement de mentalité aussi. Les jeunes d'aujourd'hui sont pas mal plus allumés sur certaines affaires. Tu sais, nous autres, des jokes de mon oncle, on en a-tu entendu? On nous passait du pied par-dessus la tête. Puis là, aujourd'hui, il y en a un qui dit quelque chose qu'il y a 10 ans, je n'aurais même pas réagi. Puis là, je fais comme, attends une minute, je ne suis pas sûre que ça se dit encore, là, ces affaires-là, tu sais. Fait que, il y a une prise de conscience de génération, mais du fait aussi que j'ai des filles. Là. Fait que c'est quand même. On peut pas, ça se terminera jamais, je pense. La dernière, est-ce qu'on a mieux être patronne aujourd'hui ou on aurait été mieux d'être patronne dans les années 80-90? Ouais, on peut-tu être entre les deux, mettons? Ça serait quoi justement l'entre-deux? Qu'est-ce que tu irais chercher de chacun des deux côtés? Dire ça, me semble, ça serait le best. Ben, c'est comme l'équilibre. Tu sais, moi, je suis une fille de gang. Je ne suis pas du genre à prendre une décision et à la garocher en bas et dire voici, c'est ça qu'on fait sans demander l'avis de personne. Je suis plus de bas en haut en général. Mais là, la génération d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile à gérer, hein, on va se le dire. Puis c'est correct, là, c'est pas négatif, c'est juste que c'est une adaptation pour nous aussi. Fait entre ce que je me souviens, mettons, de mes pères, surtout mon père, parce que ma mère n'avait pas de boss, là, mais tu sais, mon père qui se faisait imposer des affaires, puis c'était un peu la dictature, puis les horreurs, puis tu ne dépasses pas, tu sais, il ne faut pas que tu partes une minute avant, puis tu sais, entre ce format-là, puis aujourd'hui, tout ce qui est demandé et non, je vais dire imposé, mais pas accordé, on va dire ça de même. Tu sais, un équilibre entre les deux, ça serait pas pire. Ouais. Ça nous faciliterait la vie, en fait. Mais clairement, il pose plus de questions qu'on en posait. Combien de choses qu'on a faites, nous autres, en se fermant les yeux, en disant, ben, il l'a dit, on le fait, puis aujourd'hui, effectivement, ça passe plus. C'est ça, je dis, puis là, j'ai l'impression qu'avec les jeunes là, de 16, 17, 18 ans qui vont arriver aussi sur le marché du travail, ils sont tellement allumés, puis j'ai beaucoup d'employés des débuts vingtaine, là, comme tout le monde, mais j'ai même beaucoup de gestionnaires de 25, 26, 28 ans que, c'est ça, ils posent beaucoup de questions, mais c'est fascinant en même temps, c'est, hey, wow, et moi, avoir eu cette intelligence-là, puis cette maturité-là, ou je vais dire wokisme, mais c'est pas ça. Mais tu sais, être allumé de même à leur âge, avoir eu ce guts-là de poser ces questions-là, des fois, c'est confrontant, là, tu sais. Mon directeur général adjoint, on a exactement le même âge, puis des fois, on se regarde, on est comme, oh my God, on n'aurait jamais osé demander ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Puis dans le fond, ça nous confronte, nous, mais ils font bien, tu sais, mais c'est pour ça. C'est juste de trouver un équilibre là-dedans. Marie-Lise a composé, pas 3, parce qu'habituellement, je demande 3 questions, mais elle en a composé 4 qui étaient trop bonnes. J'ai dit, je les garde les 4. Fait que, première question de Marie-Lise du Carré de Filles. Si tu pouvais revivre un seul moment marquant, soit personnel, soit professionnel, ce serait lequel? Dans toute ma vie, là? Ouais, un moment qui a été marquant pour toi. Bien, en fait, c'est pas un moment particulier, ce serait plus une période. Tu sais, toute je vais dire ma carrière, entre guillemets, mais toute ma carrière de danse. Ça, là, ça me manque beaucoup. Hein. Mes filles de danse, c'était ma famille, c'est une espèce de bulle, amour inconditionnel. Ouais, ça, je plongerais là-dedans n'importe quoi. Est-ce que ta gang de danse, c'était juste la gang de danse ou c'était aussi tes amis en dehors? Fait que finalement, c'était tout le temps, tu étais tout le temps avec les autres, là? C'est ça. C'était ça, OK. C'est ma vie, ouais. Est-ce qu'il y en a encore que tu fréquentes aujourd'hui, que tu vois aujourd'hui? Oui, absolument. Ma meilleure amie, c'était une fille de danse. Puis, tu sais, en tant que grande organisatrice de la vie de tout le monde, à chaque année, je m'assure d'essayer de faire un punch ou quelque chose qu'on se retrouve toute la gang ensemble. Ouais, c'est important de garder ça, ouais. Ça, c'est une bonne idée, effectivement. Deuxième question. De qui as-tu déjà reçu un conseil qui t'habite encore aujourd'hui? Puis c'était quoi le conseil? Et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle là, en relation de presse, j'ai
En fait, elle ne m'a pas tant donné un conseil, elle a plus agi de cette façon-là, puis ça m'a marqué, puis ça m'a suivi. Elle s'appelle Marie-Jo, puis elle a 15 ans de plus vieille que moi, fait que c'était un peu comme une mentor, puis elle était toujours en train de nous, parce qu'on était une gang de jeunes, puis elle nous mettait toujours de l'avant en mentionnant, tu sais, elle est tellement bonne là-dedans, lui, c'est le roi de telle affaire, fait elle nous mettait beaucoup, beaucoup de l'avant, alors que souvent, tu sais, c'était probablement elle qui avait eu les idées, puis que nous, on avait juste exécuté, mais elle, quand elle nous présentait aux gens, c'était comme si nous, on avait tout fait, fait cette façon-là de mettre les autres de l'avant, puis elle de se reculer parce qu'elle, bon, tu sais, elle est rendue ailleurs, dans la vie, elle n'a pas besoin de cette exposure-là. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a suivi. Tu sais, j'ai toujours, après ça, presque tout de suite après, j'ai toujours eu des employés, puis j'ai toujours fait ça avec mes employés. Je ne parle jamais où j'ai fait ça. C'est toujours soit on a fait ça ou telle personne a eu telle idée. Tu sais, je m'assure de nommer tout le temps, même s'ils ne sont pas là, quand je suis en CA, puis c'est un de mes employés qui a une idée, je vais nommer l'employé, je vais dire, il y a eu telle idée. Je ne prendrai jamais le crédit pour moi toute seule ou très rarement, là, à moins que ça soit une décision négative, là, je le prends sur moi, mais sinon, je parle toujours au on. Elle avait une fierté là, de vous mettre de l'avant et tout ça. Mais une fierté, mais je pense qu'elle s'était donné ça aussi comme mandat de dire, moi, mon rôle dans la vie, c'est de faire en sorte qu'eux autres, ils aient confiance en eux, qu'ils prennent cette estime-là. Parce que, tu sais, on était nouveaux et tout ça. Fait que le fait qu'elle nous valorise autant, ça nous donnait confiance en nous. Puis ça faisait en sorte qu'on est. Tu sais, moi, ça a eu un impact, moi, sur justement mon estime puis ma confiance. J'étais comme, OK, elle me trouve bonne, c'est cool. Fait que, tu sais, ça me permettait de me pousser puis d'aller de l'avant. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai bien assimilé puis que je continue, en fait, de faire. Puis je pense apprécier, ouais. Troisième question. Tes qualités entrepreneuriales te permettent d'accomplir de grandes choses à Sablon. Laquelle en particulier attribues-tu à ton succès? Il là là. Hey, Marie-Lise, Robert, Richard. Richard ou Robert Richard, je ne sais jamais. C'est trop long. Marie-Lise, là. Ben, tu sais, je suis super humaine puis authentique, là. Je pense que ça. Mais est-ce que c'est ça? Attends, mon succès, c'est peut-être pas le succès. Je dirais peut-être ma créativité puis ma débrouillardise, justement du fait que j'ai été entrepreneur longtemps toute seule, puis j'avais pas le choix d'avoir un système D. Mais, tu sais, tu parlais des ressources, ta qualité d'être humaine. Moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une qualité qui est tellement importante parce que justement, tu sais, tout le monde est un peu individuel. Quand quelqu'un est capable de rassembler les gens, de porter attention à l'autre, ça fait la différence. Tu sais. Puis, tu sais, c'est pas une qualité, mais je pense que c'est ma plus grande force, c'est de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. C'est ça qui fait que le succès, c'est quoi qui fait le succès de Sablon, là? C'est ça, c'est que je me suis bâti une équipe de gens toutes meilleurs que moi dans leur spécialité. Puis souvent, moi, c'est ça, j'ai dit, moi, je suis bonne dans tout. Je suis un peu bonne dans tout, mais je ne suis pas experte dans rien. Fait que je m'entoure de gens qui sont experts dans, tu sais, genre Colin Giguère qui est à mes côtés. C'est lui qui m'aide qui me fait grandir dans mes tableaux Excel, entre autres. non, mais dans toutes sortes de choses. Mais c'est ça, c'est une de mes grandes forces parce que j'ai assez confiance en moi. Ça ne me dérange pas d'avoir du monde meilleur que moi, ça ne me dérange pas de dire qu'ils sont meilleurs que moi, parce que moi, ça m'aide à amener l'organisation plus loin en ayant ces gens-là autour de moi, puis ça m'amène à grandir aussi, à être meilleur. Là. Dernière question de Marie-Lise. On te connaît comme quelqu'un de posé. Raconte-nous une de tes plus grandes folies. Oh mon Dieu. Et moi, posé, ça, elle me connaît pas. Folie. Ben, je suis comme tout le temps folle, mais je sais que ça paraît pas. Tu disais tantôt, tu étais quelqu'un, tu sais, quand même, de réfléchir, tout ça. As-tu déjà fait quelque chose? Tu t'es dit, regarde, je le fais, là, si tu n'as pas prévu, tu sais, je fais quelque chose, là. Ben oui, tu sais, toutes mes entreprises, en fait, ça a été un peu créé sur le fly, en folie de même. J'ai déjà dansé sur un taxi de New York, nu-pied sur le toit du taxi à la pluie. Mais pas à New York, à Montréal. C'est un taxi qui était venu pour un tournage de vidéoclip à Montréal, puis il mouillait à Sioux, puis je suis allée danser sur le top dessus. Tu sais, j'en ai plein de niaiseries, là, mais ouais. Mais j'avais pas d'employé dans cette époque-là.
Marie-Lise, tu te dit, bon, tu es quelqu'un de posé, puis je pense que la majorité des jeunes de l'Association des camps pourraient dire, oui, Marie-Lise, pourtant, moi, j'ai pas tu sais, je te connais pas énormément, mais j'ai l'impression que, tu es capable facilement d'être party animal. Est-ce que c'est important pour toi de toujours montrer que tu es dans tes éléments? Non. Non? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Puis c'est un bon point parce que je comprends pas ben, en fait, je comprends pas. Ça me chicote un peu parce que, tu sais, je veux dire, je suis quand même super authentique. Je suis moi, je pense que je suis super accessible. Je suis vraiment relax. Fait que cette image-là que les gens ont de moi, je suis comme, qu'est-ce que je projette comme image qui est pas vraie, entre guillemets, parce que visiblement, moi, je me sens pas, je vais dire inatteignable, c'est pas ça, là, mais inaccessible, en fait. Fait, je sais pas, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je brise cette image-là. Faut que j'essaie de. Parlera à Marie-Lise de ça. J'en ai déjà parlé en plus parce qu'elle dit, oh, oui, mais toi, attends, quand on te connaît, ben, je suis comme, comment? Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Fait que, ouais, il faut que je travaille. Mais j'ai déjà eu la discussion avec quelques autres personnes, mais personne n'a la réponse. Fait qu'il faut que je pense creuser ça là. On va continuer à réfléchir là-dessus. Prochain sujet, la charge mentale. Je disais tantôt dans mon poème, là, moi, j'ai été vraiment. Je suis tombé en bas de ma chaise, tu sais, quand pendant la COVID, bon, tu avais 18 chaises, puis moi, je sais que tu avais des enfants à la maison aussi. Comment tu faisais pour y arriver? Ben, en fait, j'y suis pas arrivée. Là. Ça m'a pris un an à m'en remettre. Ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que j'ai cuisiné 12 heures par jour pendant un été au complet, sinon mon camp il fermait. Fait que, puis je suis aussi directrice du marketing de la fondation, du centre. Fait qu'il fallait que je continue de gérer le reste aussi. Et oui, j'avais des enfants et un chien à la maison. Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment très rare que je vais dire que je suis fatiguée. Je suis hyper disciplinée dans la vie. Je me couche tôt, je me lève à 5 heures, je m'entraîne. Je mange bien. Fait que ça, je pense que ça m'aide. Je suis capable d'emmener large tout le temps. J'ai toujours 1 million de projets en même temps. On dirait que mon cerveau fonctionne bien quand il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que, tu sais, ça m'a pris un an à m'en remettre. Puis là, je me suis nommé un directeur général adjoint pour justement que quand il y a des pépins qui arrivent, ça ne soit pas toujours moi qui est comme au front pour tout le monde, pour sauver tout le monde. Là, je me suis ajouté des étapes. Merci à mon CA. En fait, c'est eux qui m'ont un peu obligée à faire ça parce qu'ils ne voulaient pas me perdre. Mais ça fait beaucoup, là. Oui, en effet. Est-ce que si tu pourrais revivre cette époque-là, est-ce que tu le ferais autrement? Est-ce que tu dirais, non, écoute, je ne m'embarque pas là-dedans, on va trouver d'autres solutions, c'est pas moi qui va assumer tout ça? Là. Ben, tu sais, honnêtement, il n'y en avait pas d'autres à cette époque-là. Tu sais, c'est sûr que pour la job, je ne changerais pas. Pour l'été sacrifié avec mes enfants, là, c'est sûr que tu fais comme, ouais, OK. Honnêtement, là, j'ai passé des nuits et des nuits à arriver de ça, tout bord, tout côté. J'ai appelé tout le monde, les traiteurs, j'ai tout essayé, là, puis c'était comme, tu sais, on le sait, là, c'était un été vraiment pas facile. En plus, on avait eu nos inondations, là, en tout cas, bref. Mais sûrement que j'essaierais de faire ça différemment, quitte à peut-être, je sais pas moi, tout changer les séjours pour qu'au lieu que ça soit peut-être les raccourcir pour qu'on se donne des pauses à tout le monde entre 2 séjours. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire comme ça, mais encore là ça aurait été de tout changer la logistique. Là. Mais... On vient aux charges mentales. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui fait partie maintenant de la vie d'aujourd'hui? À l'époque, je fais les... les mères étaient à la maison, donc ils s'occupaient de ça, les maris. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre avec, de combiner plein de choses en même temps, puis de courir? Je veux dire, il y en a, je ne nommerai pas de nom, mais dans ma vie proche, genre, qui sont responsables de mes enfants, leur charge mentale n'est pas très élevée, là. Dans le sens que, puis c'est dans la nature de certaines personnes de ne pas être capable d'avoir beaucoup de choses dans leur charge. Et c'est dans la dynamique aussi, probablement, soit de l'entreprise ou des familles, mais c'est sûr que
un gestionnaire aujourd'hui, je pense qu'on en est là, on n'a plus le choix. Surtout, puis ça, c'est con, mais le fait, puis là, c'est au-delà de la charge, c'est aussi le fait d'être capable de trouver un moment pour déconnecter. Mais moi, ma génération d'employés en ce moment, s'ils décident qu'ils travaillent le dimanche parce qu'ils ont du temps, ben ils travaillent, fait que là, ils m'envoient des courriels, nanana. Je suis pas obligée de répondre, là. Mais moi, quand ça pop, veut pas, mon cerveau, il est en mode soit je réponds ou au moins ça me trotte dans la tête. Fait que je décroche pas complètement. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir une énorme charge, mais si tu es capable de complètement te déconnecter, un peu comme j'ai fait en voyage, ben ça fait en sorte que là, tes batteries se rechargent puis tu es capable de surfer là-dessus plus longtemps, je pense. Mais je pense pas que personne puisse s'en sortir à 100% aujourd'hui. Est-ce que tu t'embarquerais aujourd'hui avec un homme qui ne veut pas prendre, mettons, la moitié des charges concernant la famille et tout ça, là? Ben, Ou je vais le gérer, puis... Ben, tu sais, je suis pas tant dans le calcul de t'as fait le souper, je vais faire la vaisselle, là, t'as fait ci, je vais faire ça pour que ça soit toujours. Tu sais, c'est pas un concours, c'est pas une compétition. Je pense que naturellement, j'en prends plus de par ma nature. Fait que honnêtement, je pense pas que je veux dire, ça arriverait pas, je pense que ça serait égal parce que je sais que je vais toujours en prendre plus. Mais je souhaite ça à celles et ceux qui veulent avoir quelque chose d'égal, par exemple. Est-ce que maman est capable de décrocher totalement de la job quand elle est avec la famille dans un chalet ou à quelque part, il y a toujours la directrice qui est là? C'est sûr que si je m'en vais dans un chalet, je vais analyser des affaires. Non, pour être 100% honnête, je pense pas que je sois capable de tout. De 0, 0, 0. Ça peut m'arriver pour des courtes périodes, mais mettons pas tout un week-end au complet. Je suis capable, si je pars en ski avec mes enfants, je vais faire du ski. Souvent, c'est quand c'est une activité physique de lier, je te dirais, ou un jeu de société ou quelque chose, tu sais. Mais si c'est juste du temps, on est ensemble, on jase, moi, chaque conversation me stimule, puis m'allume, puis m'amène quelque part, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough à un moment donné. Mais quand c'est physique, ça, en général, je suis vraiment capable de décrocher. Là. C'est pour ça que je m'entraîne autant aussi. Je pense que c'est là que je mets mon cerveau à off. Ça fait du bien, ça, de s'entraîner? Vraiment. Hey, c'est rendu... Là, je vais essayer de te faire décrocher. Je vais te lire des petits mots que des gens t'ont envoyés. Puis, tu as juste à te laisser porter, puis peut-être deviner qui l'a dit. Là. Donc, Marie-Ève est une personne passionnée qui a le cœur, la réalisation et le développement des jeunes de tous les milieux à travers le sport et le plein air. Marie-Ève rassemble et fédère. Grâce à son ouverture, son écoute, sa motivation et la confiance qu'elle donne à ses équipes, elle permet de faire rayonner les projets de notre organisation. Son engagement auprès de l'ACQ et de ses équipes montre une réelle passion pour le monde des camps. Merci pour ta confiance, Marie-Ève. Ouais, c'est collant, ça. Écoute, c'était bien tenté, mais c'est Mathieu. Oh, Mathieu! Mon beau Mathieu! Merci, Mathieu! Fait que cette jeunesse-là, là, Mathieu, Colin, tout ça, qu'est-ce qu'elle t'apporte chez vous? Ah, écoute, c'est l'âme, là. C'est eux qui soulèvent, qui amènent vers le haut, c'est l'avenir, c'est l'inspiration, c'est tout, là. C'est les modèles pour les autres après. Puis moi, c'est mes références aussi, parce que comme je viens pas de ce milieu-là et que j'ai pas leur background, ben quand j'ai des idées folles, c'est avec eux que je vais les valider et qui me ramènent souvent les deux pieds sur terre. Deuxième message, lorsqu'on pense à une gestionnaire accomplie qui cumule de nombreuses fonctions au sein de son organisation, qui n'a pas froid aux yeux et sait relever des défis qu'elle s'est elle-même fixés ou pas, on pense à Marie-Ève. Son parcours atypique lui a permis d'acquérir un bagage impressionnant d'expérience en management, et là, une longue liste. Sablon est chanceux de l'avoir parmi son équipe de gestion depuis 2016. D'abord à la barre des opérations, mais rapidement et en moins de 2 ans à la direction générale. Marie-Ève est une fille d'équipe et n'hésite pas à soutenir celle-ci. Aller même jusqu'à mettre la main à la pâte, on en a parlé durant 2 étés. Comme un vent de fraîcheur, elle est arrivée en 2017 dans notre industrie et dès lors, elle a accédé au CA de l'ACQ, conseil auquel elle a contribué généreusement ce jour.
Marie-Ève constitue un atout indéniable non seulement pour son organisation, mais pour l'ensemble des nôtres. Bon, ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup puis qui me connaît quand même assez bien, fait que je dirais que c'est M. Grenier. Bonne réponse. Et on y va avec un petit dernier. Généreuse de son temps, de son expertise, réservée toujours un bel accueil aux autres, capable de convaincre et de mobiliser, choisit de s'entourer de beaux talents, une femme en dessous de tout, cette drive sensible. Qui a dit ça? Je te donne un indice. Ça vient de l'entourage de l'ACQ. Là. Thomas ou Olivier? C'est Tania Desrochers. Ah, d'où est fine? Et Marie-Ève, ça a passé vite. Ça a passé vite. Tu as bien fait ça. Je suis très content de t'avoir parlé. Puis, je continue à découvrir une femme qui a vraiment une panoplie de talents. Et moi, je pense que le message que je lance aux autres, c'est allez donc voir Marie-Ève. Bon, là, elle ne prend plus de verre de vin, ça a l'air, là, mais. Ah, c'est temporaire. Ah, c'est temporaire, OK. Fait que vous y payerez un petit verre de vin, puis allez jaser avec Marie-Ève parce que moi, j'ai beaucoup appris d'elle au conseil. Elle ne parlait pas souvent, mais quand elle parlait, tout le monde se revirait et disait hey, c'est pas bête ça. Moi, je t'encourage, Marie-Ève, à parler un petit peu plus puis à assumer parce que merci d'être là avec nous. Tu nous as vraiment beaucoup appris puis tu vas continuer à donner à la Sécu. Je suis très content de te connaître. Ah, t'es fin, Yannick, puis bravo, t'étais super bien préparé, t'es vraiment bon. Un gros bravo. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit un autre tantôt. Merci. Bye bye. Bye.